Paris à la Chambre des députés. Un malheur cruel est arrivé, messieurs. Un officier de grand mérite est tombé avec plusieurs de ses compagnons. Il y a des heures où toutes les divisions tombent, où toutes les volontés s'unissent dans un même sentiment, celui d'un devoir patriotique à accomplir. À cette heure, rien ne nous donne lieu de croire qu'on nourrisse en Chine la pensée d'une rupture. La Chine désire être en sûreté chez elle, et elle a raison. Certes, elle est exposée à quelques périls, en but à quelques menaces, ce ne sera pas de notre côté. S'il lui convient d'ouvrir au commerce de l'Occident ses provinces du Midi, nous en serons heureux. Mais ce que nous ne pourrions admettre, c'est que, hors la Chine, nous ayons à compter avec l'Empire du Milieu. Nous avons la ferme confiance que la Chine ne se laissera pas entraîner à une immixtion que nous ne pourrions pas supporter. Nous savons qu'on travaille à exciter la Chine, et nous savons qui l'excite. Au ministère de la Marine et des Colonies, le 30 mai au matin, l'amiral Courbet rentre dans le cabinet du ministre. En 1974, la Cour de Hué a signé un traité d'amitié qui fait du Tonkin un protectorat. La Chine a pris acte sans y opposer ses droits de suzeraineté. Nous les considérons aujourd'hui comme caducs, d'autant plus que ces prétendus droits n'existaient plus depuis longtemps que pour la forme et que la Cour de Hué a voulu les réactiver pour nous défier. Je vous ai fait revenir de Quiberon pour vous confier le commandement d'une escadre qui part demain pour le Tonkin. Le gouvernement a décidé de mener une action énergique contre la cour annamite et leurs alliés, les pavillons noirs, qui entravent notre commerce dans cette contrée. Depuis le début des années 70, un marchand, M. Dupuis, a ouvert une voie commerciale vers le Yunnan, au sud de la Chine, où l'on a eu l'opportunité d'écouler nombre de vieux fusils. Les Chinois payent en or, en argent ou tout autre métal dont il y a des mines partout là-bas. Le temps est aux affaires, et si nous ne prenons pas notre place, ce seront les Anglais qui saisiront cette région où nous sommes déjà implantés. Le gouvernement est résolu à faire usage de la force pour s'emparer de ces richesses mal défendues. La mort du commandant Rivière est une opportunité pour une action de envergure. Mon prédécesseur, l'amiral Joré Kiberi, avait mis à l'étude une opération militaire en pareil cas. Vous allez faire une sorte de démonstration navale à l'entrée de la rivière de Hué afin d'intimider le roi d'Annam. Nos troupes seront aussitôt cantonnées au Tonkin, puis ces établissements deviendront le point de départ d'une occupation progressive. Un commissaire général civil, Jules Armand, ancien médecin de marine, notre consul à Bangkok, aura autorité sur les forces de terre et de mer. Le général de brigade Bouet exercera le commandement supérieur des troupes de toutes armes. Mission Tricou. On va envoyer Tricou. C'est un homme à poigne qu'il nous faut. Arrivée d'Arthur Tricou, envoyé extraordinaire, le 6 juin 1883 à Tianjin. Tricou avec les diplomates français. La situation est critique et me semble commander une attitude résolue. L'heure est venue de parler très sévèrement à Li et à la cour de Pékin. Le seul moyen de conjurer une rupture dont ils ne veulent point est de ne la paraître redouter en aucune façon. Arthur Tricou commet la maladresse de se rendre auprès de Li Hongzhang, accompagné d'une escorte de marins en armes. Par son attitude et son langage combinatoire, il froisse le vice-roi peu habitué à ce ton et à ses procédés. Je n'ai pas encore reçu du gouvernement le titre de plénipotentiaire, mais je peux en ce qui concerne la question du Lannan
écouter ad référendum ce que votre Excellence peut avoir à me dire et le transmettre à Pékin. Le rappel de M. Bourré n'impliquait aucune pensée de rupture. Le gouvernement de la République est animé envers la Chine des mêmes sentiments de bienveillance que par le passé. Nous n'avons, sur l'Annam, aucune vue de conquête. Nous n'avons qu'un but, venger notre honneur gravement atteint par les douloureux événements d'Hanoï et rétablir la sécurité et l'ordre dans un pays profondément troublé. La Chine n'a pas l'intention de mettre obstacle à votre entreprise, ni directement ni indirectement. Le 17, Li Hongzhang reçoit Athieu Tricou froidement, au loin, dans un couloir. Je me fiche du gouvernement de la République. J'exige des réparations immédiates. Plus tard, le calme revenu. Je n'ai plus de pouvoir. Ils sont aujourd'hui entre les mains du marquis Cheng. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons jamais reconnu et nous ne reconnaîtrons jamais le traité de 1874. Nous ne vous demandons pas de le faire, il existe et cela nous suffit. Mais comment nous entendre alors ? Ces négociations ne nous mènent à rien. Je dois prendre congé de vous. Un décret impérial me rappelle à Tianjin. Il ment de toute évidence, mais si j'insiste, j'aurai l'air de courir après lui. Pourtant, je dois le retenir quelques jours encore. Le lendemain, Je vous propose de discuter ad référendum sur ces bases. Le gouvernement chinois s'engagerait à ne porter aucune atteinte à notre situation dans l'Annam et au Tonkin, et à ouvrir le Yunnan au commerce. D'autre part, le gouvernement français s'obligerait à respecter la frontière chinoise et à sauvegarder les intérêts des résidents chinois au Tonkin. Je souhaiterais la création d'une zone neutre entre nos deux frontières, cela éviterait bien des conflits. Cela offrirait plus d'inconvénients que d'avantages, et ce serait le refuge des vagabonds chinois qui infestent ces régions. Je vous propose alors de partager le Tonkin en deux zones. La Chine établira son protectorat sur le nord. Laissez le Tonkin! Autant vous donner la clé de la maison. Li Hongzhang repart pour Tianjin sans prendre congé de Tricou. Tricou est un homme grossier. On ne peut traiter avec lui aucune affaire. Il nie le lendemain ce qu'il a dit la veille. Il n'entend aucune raison, n'a aucune politesse, aucun égard des convenances. Il est rempli d'arrogance. Je ne peux plus le souffrir. Je ne veux plus avoir de rapport avec lui. Télégraphier au prince Kong pour demander son appel à Paris. Tricou avec les diplomates français. Depuis un an, nous luttons bien plus tôt contre la politique de M. Bourré que contre les pavillons noirs. Le conflit diplomatique n'existerait pas si le projet de M. Bourré ne lui avait point donné de naissance. La cour de Pékin ne cesse de nous répondre par une non possumus invariable qui ne l'empêche pas de nous combattre indirectement au Tonkin. Les demi-mesures me semblent grosses de péril. Nous devons, au point où en sont venues les choses, déclarer immédiatement la guerre à l'Annam et frapper un grand coup à Wei. Si la Chine prend ouvertement parti pour son soi-disant vassal, faisons une action maritime très vigoureuse sur les côtes du Céleste Empire. Nous devons faire acte de virilité et occuper le Tonkin. Les Chinois ne traitent qu'avec l'effort et seront les premiers à nous faire des avances et des ouvertures. C'est à la Chine de venir à nous, et elle y viendra, le jour où nous aurons affirmé nos droits. Quant à la guerre, la Chine n'en a ni la volonté, ni le pouvoir. Shanghai, le 13 septembre à 18h. Tricou s'embarque au Tianjin sur le Volta, commandé par le capitaine Fournier, et arrivé le 16 à 19h à Tricou. Le lendemain matin, il débarque à Tianjin. Accompagnez-moi à Tianjin. Vos anciennes relations très cordiales avec Li Hongzhang et votre expérience du Céleste Empire pourraient faciliter un rapprochement. Tianjin, le 17 à 16h. Le capitaine Fournier avec M. Dillon, consul et traducteur. Eh bien, où en sont vos affaires au Tonkin ? En excellente voie. Nous entrons dans la bonne saison. Les eaux se retirent et nous pourrons enfin recevoir et utiliser les renforts attendus de France.
Vous ne pourrez pas battre les pavillons noirs car ils vous ont tenu tête jusqu'ici. Leur chef est un excellent général et leurs rangs grossissent chaque jour. Les pavillons noirs, si vous le battez, reparaîtront. Ils sont agiles et ils pourront trouver chez les Laos un refuge provisoire d'où ils dirigeront plus tard de nouvelles attaques sur vos établissements. Quelle attitude auront les troupes impériales au Tonkin lorsqu'elles se trouveront directement en face des nôtres après la dispersion des bandes irrégulières? Mais elles ne sont pas là pour se battre et elles n'ont jamais été engagées. Mais ont-elles l'ordre de barrer la route à nos soldats ou doivent-elles se retirer sans combattre? La question a de l'importance car la France considérerait leur résistance par les armes comme un casus belli. Les troupes impériales ne doivent pas attaquer vos colonnes, mais si elles sont attaquées et battues, tant pis pour elles. Nous ne devrons pas être en guerre pour cela. Une guerre avec la Chine vous coûterait beaucoup d'argent et d'efforts car nous pouvons disposer de l'armée considérable. Et puis il faudrait d'abord vaincre les pavillons noirs, ce que nous n'avons pas encore réussi à faire. Une guerre, quelque heureux qu'en soit l'issue pour la France, aura pour effet de faire prendre en haine le nom français. Haine qui pourrait devenir funeste à la colonie que la France veut fonder aux portes de la Chine. Enfin, votre ministre sera sûrement renversé s'il osait proposer aux chambres une guerre avec la Chine. Pourquoi M. Charlemagne Lacour n'a-t-il pas accepté l'arrangement proposé par M. Bourret et qu'il avait été agréé pour M. Duclerc? Qu'est-ce qu'un gouvernement ou un nouveau ministre peut déchirer les engagements de son prédécesseur avec une nation étrangère? Est-ce là la politique d'un gouvernement sérieux? Je me suis trouvé ainsi très compromis vis-à-vis du Zhongli Yamen. Vous aviez hâte de faire signer par notre ministre plénipotentiaire un traité assez vague pour réserver l'avenir. Vous vouliez empêcher le départ de l'expédition préparée par l'amiral Joreguiberi, qui aurait infailliblement arraché le Tonkin aux prétentions de la Chine. La guerre au Tonkin a ruiné le prestige de la France, qui était si élevé avant les événements. La Chine était votre ami, votre allié. Le 21 septembre à 16h, visite au Yamen de Li Hongzhang d'Albert Tricou, accompagné des interprètes Arnaud Vissière et Hippolyte Frandon. Vous répétez que vous êtes mon ami, que vous voulez faire un accord avec moi, et cependant vous ne me donnez aucune indication précise de ce que vous voulez. Mais j'attends moi-même que votre Excellence me fasse connaître les prétentions du gouvernement chinois. Eh bien, tout ce qui est au-dessus d'Hanoï serait à la Chine. C'est impossible! Mais alors que m'accordez-vous, vous qui vous dites mon ami? Une portée de canon à partir de la frontière actuelle, mais d'un bon canon 10 km par exemple. Vous plaisantez? Comme votre Excellence plaisantait elle-même sans doute, lorsqu'elle manifestait des prétentions aussi exorbitantes. Eh bien, discutons sérieusement, votre Excellence a-t-elle une carte du Treuil de Reims? Alors prenez tout le Tonkin et laissez-nous le reste. Mais voyez l'étendue énorme du territoire qui vous resterait. Dans ces termes, la discussion est stérile, car le gouvernement français n'acceptera jamais un arrangement incompatible avec sa dignité. Si la Chine a sa face à sauver, la France a son honneur à garder. Laissez-moi vous dire, en ami, qu'aucun homme d'État de l'Empire ne voudra, sous peine de perdre la face, signer un arrangement qui impliquerait ouvertement l'abandon de suzeraineté sur l'Annan. Le temps est un grand maître et le meilleur des négociateurs.
Je me plais à espérer qu'il calmera les susceptibilités du Céleste Empire. Croyez-vous que M. Jean Lemel Lacour restera ministre des Affaires étrangères? On dit qu'il est souffrant. Qu'il reste ou se retire, la politique de la France restera la même. Nous continuons, quoi qu'il advienne, à faire prévaloir nos droits au Tonkin. Et votre suzeraineté, mettez-la sous votre calotte et n'en parlons plus. Prosper Giquel, reçu au ministère des Affaires étrangères. Prosper Giquel est rentré au service de la Chine en 1861 comme directeur des douanes de Ningbo et a créé en 1886 l'arsenal de Fuzhou. En 1860, les troupes alliées, fortes à peine de 8000 hommes, purent arriver de victoires en victoires jusqu'à Pékin. N'imaginez pas qu'aujourd'hui de pareils effectifs soient suffisants. Depuis, les Chinois ont eu à cœur de voir leur pays prendre une attitude qui impose le respect. Alors qu'il est, le gouvernement chinois peut compter sur au moins 50 000 hommes de troupes armées de fusils à tir rapide. Ils représenteraient une toute autre résistance que les cavaliers ou fantassins armés d'arcs de flèches qui furent opposés à nos troupes en 1860. En évaluant au bas mot les forces qu'il faudrait jeter en Chine, je ne conseillerais pas de s'y aventurer aujourd'hui avec moins de 40 000 hommes accompagnés de cavalerie et d'artillerie. Il faut comprendre que l'on a devant soi un peuple qui n'oublie jamais les torts qu'on lui a faits. Jules Ferry, Gabriel Hanotto, chef de cabinet, et les conseillers du ministre. Il n'y a rien à conquérir chez un peuple où tout le monde nous est ami et sans force militaire sérieuse. Nous avons à redouter de très vives protestations, mais d'assez faibles résistances. Quant à la Chine, nous croyons qu'elle n'a ni la pensée ni la volonté d'intervenir. On peut considérer la Chine comme quantité négligeable. L'Empire céleste est en pleine décomposition et ne peut s'opposer à nos prétentions au Tonkin. Quant à nous opposer une résistance armée ou même prêter son concours aux rebelles anamites, n'y pensez même pas. Toute leur attention et leurs forces sont tournées en Mandchourie, à la frontière coréenne, où une grosse partie se joue avec les Russes et les Japonais. Je ne crois pas à la possibilité d'une guerre avec la Chine, pour les deux raisons principales qu'elle n'a ni l'argent, ni soldats, ni officiers pour soutenir une lutte qui se porterait sur tant de points vulnérables de ses côtes et qui amènerait sûrement le renversement de la dynastie actuelle. Elle se bornera à nous susciter secrètement des embarras dont il nous sera aisé de venir à bout si nous agissons promptement. D'après les renseignements, il y aurait actuellement dans les provinces du Sud 30 000 hommes environ, ou plutôt 30 000 pillards, qui, s'ils franchissaient la frontière, devraient être traités comme tels. Et ce sont là les armées formidables dont M. Bourré a fait tant de bruit. La chinoise est très habile et très subtile. Ils vont s'empresser de nous tendre la main pour nous attirer sur leur terrain comme ils l'ont fait avec l'ambassadeur Bourré. On pose les bases de la négociation, on a soin de faire écrire aux négociateurs français sans jamais écrire rien soi-même. Puis au bout d'un certain temps, on se dérobe à l'abri d'une surenchère tout à fait inattendue. C'est le trait particulier de la diplomatie chinoise. Lorsqu'on lui offre une convention relative à la délimitation des frontières, le gouvernement chinois demande une zone neutre. Puis, dès qu'on parle d'une zone neutre, il réclame une annexion. Puis, les bases posées, au moment où le négociateur pense avoir résolu le problème, voici qu'on lui fait parvenir des contre-propositions tout à fait opposées aux propositions contenues dans le mémorandum. La diplomatie chinoise veut nous faire traiter à Pékin les affaires de l'Annam. Il ne faut leur dire, les affaires de l'Annam, nous ne voulons pas les traiter avec vous. Nous ne voulons pas traiter de l'Annam avec la Chine. En poste, j'ai vu un échantillon de l'armée chinoise et je vous assure que de pareils soldats ne sont pas faits pour inspirer beaucoup de crainte. Leur armement se compose pour un tiers de drapeaux, pour un tiers de lances et un tiers seulement de fusils. 9 juin 1883, dîner avec Waddington, ancien président du Conseil, et le marquis Tan, ambassadeur de Chine en France. L'affaire vietnamienne est conduite par les partis politiques sans l'approbation unanime du peuple. Les Français se sont enfoncés profondément dans le bourbier vietnamien à cause des fréquents changements de cabinet. Plus tard, à la légation chinoise, avenue Victor Hugo.
J'ai rencontré Waddington, un ancien président du Conseil. Je suis convaincu qu'un règlement de paix à ce stade est inopportun. Savez-vous que le groupe cousin du Premier ministre français, M. Bavier-Chauffour, recherche des fonds pour exploiter le charbon tonkinois? Les Français prétendent venir à Annam pour défendre la religion catholique, mais c'est faux. Ils trompent leur pays, ils sont venus pour piller les ressources du Tonkin. L'opposition de droite et d'extrême gauche accuse le gouvernement de violer la Constitution en faisant la guerre sans y être autorisé par les chambres et de compromettre la sécurité du pays en détournant des frontières de l'Est, des troupes et du matériel. Aucun autre pays que la France ne connaît autant d'opinions divergentes dans la conduite de ses affaires. Depuis 1870, date à laquelle les Français n'ont plus de souverain, la France a changé 20 fois de président du Conseil. Si la position hégémonique des Français qui sont vaniteux s'est affaiblie ces dernières années, c'est sans doute à cause de cela. Je crois que les partis politiques français sont entièrement composés d'opportunistes, de sorte que si nous les autorisons à croire qu'ils peuvent atteindre leur but, ils continueront d'avancer. Mais si nous leur rendons un revers, ils vont promptement changer de position. Il semble que nous ne pouvons pas être conciliants plus longtemps. Nous n'avons aucun intérêt à devancer les faits. Les Français ne possèdent pas le tiers du territoire qu'ils revendiquent. Et ils viennent nous demander de reconnaître une possession qui n'est pas dans leurs mains et pour laquelle ils luttent avec le prince annamite, dont c'est la propriété. La France s'arrêtera devant une menace de guerre, et une attitude combinatoire est le plus sûr moyen de l'amener à composition. La France n'a ni la volonté ni les moyens de soutenir ses projets au Tonkin. Les Français ont été militairement vaincus il y a 15 ans. Ils sont encore faibles et isolés. Il faut demander l'intervention des puissances étrangères dont le commerce est gêné par les opérations militaires. 21 juin, rencontre au ministère des Affaires étrangères entre Liu Qizhang, premier secrétaire et chargé d'affaires de Chine, le ministre de Chine, le marquis Chen et Ferry, le président du Conseil, chargé en intérim du ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement chinois attache un intérêt premier au Tonkin et y voit une affaire d'honneur sur laquelle il ne transigera pas. La Chine n'est plus un État faible. C'est maintenant une puissance prête à se mesurer à armes égales avec vous, Français. De plus, nos soldats ont eu tout le temps de s'installer au Tonkin, bien avant l'arrivée de vos soldats. D'ailleurs, ils y sont déjà. Les diplomates français sont stupéfaits. Quoi qu'il en soit, votre agent diplomatique, M. Bourré, nous a solennellement assuré, au nom de la France, que rien de votre conduite n'impliquait la négation des droits de suzeraineté de la Chine sur l'Annam, et que vous n'alliez pas au Tonkin pour en faire la conquête. Nous ne voulons pas conquérir l'Annam, et souhaitons seulement pacifier le bassin du fleuve Rouge, et ouvrir le Yunnan au commerce, par le fleuve Rouge. La Chine reconnaît la nécessité de poursuivre une réparation de la mort du commandant Rivière. Mais pour la solidité des arrangements projetés, il y a un intérêt commun à ce qu'elle y prit part. Le contact de deux puissances de mœurs et de civilisations différentes pourrait devenir cause de mésintelligence. Entre deux grands États comme la France et la Chine, il faut interposer des États tampons. L'histoire des relations internationales de la Chine établit l'importance que l'Empire a toujours attachée à ce système. Le gouvernement français n'a rien à demander au gouvernement chinois, puisqu'il écarte la question de suzeraineté de la Chine sur l'Annam. Le but qu'il poursuit, c'est l'exécution régulière du traité de 1874 et la répression au Tonkin du brigandage et de la piraterie qui l'enferme l'accès au commerce. Ces questions, la France doit les régler de concert avec le roi Toubdouk, ou toute seule. Quand même, nous deviendrions les maîtres du delta du fleuve Rouge. Nous serions encore séparés de la Chine par de vastes régions où nous n'avons pas l'intention de pénétrer. Notre seul but est de sauvegarder nos intérêts au Tonkin et de remplir l'obligation qui nous incombe d'y assurer l'ordre. Nous ne voulons ni porter atteinte au territoire de la Chine, ni même en approcher. « 18 juillet 1883, William Henry Waddington est nommé ambassadeur à Londres. Entretien Ferry-Waddington. Le cabinet Gladstone
est le meilleur cabinet anglais pour tout le monde excepté pour son pays. Le plus mauvais pour l'Angleterre, et par conséquent le meilleur pour les autres. Granville est un beau parleur, qui promet et ne tient rien. Cependant, je crains que l'Angleterre n'accorde pas à nos navires de guerre le droit de faire du charbon à Aden, Singapour et Hong Kong, qui sont les escales obligées pour arriver en Chine. Les Français craignent également des difficultés avec l'Allemagne et les États-Unis, qui ont avec la Chine un commerce considérable. 13 juillet 1883, arrivée du contre-amiral Courbet à Saigon. L'escadre est réunie le 20 juillet en baie d'Along et attend la division navale de Chine, commandée par l'amiral Meyer. Cette division se compose de la victorieuse portant le pavillon du contre-amiral Meyer, la triomphante, le Tourville, le Villard, le Kersin et le Vota d'une canonnière, le Lutin. Chambre des députés, le 10 juillet 1883. L'action militaire est à la veille de s'engager. Nous poursuivons avec la Chine des négociations d'une nature délicate. Le commandant Rivière voulait punir ceux qui le bombardaient chaque nuit et qui le provoquaient chaque jour. Il fit une première sortie heureuse le 16, une seconde sortie fut tentée le 19. Les ennemis qu'il avait devant lui étaient les mêmes que nous allons rencontrer, les pavillons noirs. À l'heure qu'il est, il n'y a plus d'illusion possible. Les pavillons noirs, qui sous leur nom de tragédie rassemblent les bandits, les aventuriers et les vagabonds de l'Annam, comme de la Chine méridionale, sont aujourd'hui l'armée de Tuduk. Toute action diplomatique étant impossible à Hue, il a été mis fin à la mission de notre envoyé extraordinaire. C'est la guerre alors. C'est la guerre, en effet, et personne, je crois jusqu'à présent, n'en avait douté. La seule partie du Tonkin que nous nous proposons d'occuper est le delta du fleuve Rouge. Il convient d'éviter tout ce qui pourrait exaspérer la résistance ou fournir à la Chine une occasion d'intervenir. Nous n'en voulons pas à l'empire d'Annam. Loin de songer à le conquérir en tout ou en partie, nous sommes disposés à garantir au roi Tuduk l'intégrité de ses États. À l'heure qu'il est, nous avons la plus entière confiance dans le maintien des relations pacifiques de la France avec la Chine. Ce n'est pas exact. Certes, messieurs, si la Chine, contrairement à ses assurances positives, se laissait aller à adopter de funestes conseils, si elle cédait à un emportement qui n'est guère dans son caractère ni dans ses habitudes, elle connaît assez la France pour savoir que vous n'hésiterez pas à défendre avec énergie les intérêts du pays. Ce que nous demandons à la Chine, c'est que le gouvernement chinois s'engage à n'entraver en rien notre action militaire et civile au Tonkin et à ne porter aucune atteinte à notre situation dans l'Annam. Eh bien, messieurs, qu'allons-nous faire au Tonkin ? Quel est donc le but véritable de l'expédition ? Si le gouvernement se dispose à entreprendre l'occupation et la conquête du Tonkin et de l'Annam, je regrette de le dire, nous serons obligés de nous séparer de lui. Nous ne pourrons pas le suivre dans une voie que nous considérons comme dangereuse pour les intérêts essentiels de ce pays. Monsieur Armand a professé que la conquête et l'annexion de l'Annam et du Tonkin sont la conséquence naturelle de l'expédition. Rappelez-vous la série ininterrompue des insurrections que nous avons à réprimer de 1867 à 69. Rappelez-vous nos troupes décimées par les épidémies, occupées sans relâche à poursuivre un ennemi insaisissable, vaincu sans combat, presque sans gloire, par l'insalubrité du climat et des maladies, de telle sorte qu'il est vrai de dire que la terre de Cochinchine était devenue un objet de malédiction pour les familles de nos enfants, pour les familles des soldats qu'on y envoyait. 30 juillet 1883, à Haiphong rentrent Courbet, Bouet et Armand,
examen politique et militaire au cours d'un déjeuner. Faites attention, on prétend que parmi mes domestiques se cachent plusieurs mandarins venus m'espionner. La mort de l'empereur Tuduc le 17 juillet est confirmée. Son héritier légitime, le prince Duc, a contre lui le régent Nguyen Van Thuong, qui cherche à porter au trône le prince Hiep Hua, frère du défunt. Il faut profiter du trouble causé par la transmission du pouvoir pour se porter à huer et de là dicter nos conditions. Là se trouve l'âme du conflit et de la lutte. De là partent les ordres pour la continuation des hostilités au Tonkin et les appels à l'assistance de la Chine. Le gouvernement de Hué, une fois vaincu, la résistance cesserait sur les bords du fleuve Rouge. Quant à la Chine, après la soumission des Annamites, elle ne poursuivra pas la guerre. Il faut nous servir de la cour de Hué, la tenir à la gorge et l'amener à faire marcher les mandarins dans notre sens. C'est ainsi que les Anglais procèdent dans l'Inde. C'est ce que M. Cambon fait avec succès en Tunisie. Il faut renoncer à rien obtenir par la voie des négociations. Les Annamites ne signeront pas avant que la nécessité inéluctable de se soumettre leur sont démontrées jusqu'à l'évidence, c'est-à-dire jusqu'au jour où ils entendront le premier coup de canon. C'est donc à Hué, où sont le roi, les ministres, qu'il faut frapper. Et il suffit pour cela d'enlever les fortifications de Tuan. Cependant, l'effort doit aussi se porter sur Son Tay, où il y a d'importantes concentrations de troupes. Un grand coup frappé à Hué et une puissante diversion maritime faite sur les côtes du Céleste Empire suffirait, à mon sens, pour rabaisser une audace qui se fortifie tous les jours de nos temporisations prises pour des défaillances. Si nous devons employer la force, sachons au moins l'employer à temps. Il serait nécessaire d'opérer immédiatement, à cause de l'approche de la mousson en septembre. Nous avons l'autorisation du ministre. Elle est signée du 19 juillet. J'autorise une action sur Tuanan sous le commandement de l'amiral Courbet, à la condition que ce dernier juge que cette opération doit réussir. Les moyens d'action peuvent être réunis en quelques jours. Il me faut quelques troupes de terre supplémentaires pour compléter les marins des compagnies de débarquement. Je peux juste vous donner 4 canons de montagne. Il faut faire vite, car les pavillons noirs sont maintenant soutenus par les troupes régulières de la Chine, et nous avons un ennemi 10 fois plus redoutable à combattre qu'il y a 3 mois. 1er août 1883, entretien du marquis Tsen avec Charlemagne Lacour. La Chine réclame des éclaircissements sur l'arrivée de l'amiral Courbet, du général Bouet et du commissaire Armand au Tonkin. La Chine se considère au Tonkin comme la maîtresse d'une maison dont les Français ne sont que les hôtes. Je ne vous suivrai pas sur un pareil terrain. Il est inutile de poursuivre cet entretien. Qu'il me soit permis au moins de vous poser une question. La France veut-elle conquérir et s'annexer l'Annam ? La France n'a pas l'intention de s'annexer l'Annam. La France doit réduire les pavillons noirs à l'impuissance et s'assurer au Tonkin une situation conforme aux droits que lui donne le traité de 1874. Les pavillons noirs sont composés d'anciens rebelles chinois et forment l'armée régulière de l'empereur Tuduk. J'attire votre attention sur le danger d'une rencontre de ces troupes avec les troupes françaises. Il serait de bonne politique de chercher à se débarrasser de ces troupes par la négociation. Aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle. Vous avez pour la première fois déclaré la présence des troupes chinoises au Tonkin. Je prends acte de cette déclaration. Il n'y a pas de troupes chinoises au Tonkin. Et s'il y en a, cela tient au fait que les frontières sont mal connues et qu'il existe entre les deux pays une vaste région qu'on ne sait auquel attribuer. Alors d'après vos affirmations touchant les pavillons noirs, nous sommes en guerre avec l'Annam malgré nous. 8 août. Nous voulons la paix, nous sommes prêts à examiner toutes les propositions. Mais nous ne pourrions supporter indéfiniment qu'on nous fît la guerre au Tonkin, sans même le cacher pendant qu'on nous occuperait à Paris ou à Pékin par une apparence de négociation. Or c'est ce qui a lieu en ce moment. Votre gouvernement fait passer des hommes au Tonkin. Il encourage les Annamites et en même temps, il nous entretient de projets d'arrangement qui n'aboutissent à rien. C'est une situation dangereuse parce qu'elle est intolérable, parce qu'elle peut à chaque instant et qu'elle doit même à la longue nous forcer à prendre des mesures décisives. Dois-je transmettre ces paroles à mon gouvernement ? Non seulement vous le pouvez, mais je vous en prie. 11 août
le ministre de la Marine télégraphie à Koubé, occupé 3 ans ainsi que convenu. 15 août 1883, exercice en mer de tir au canon. 17 août 1883, l'escadre se réunit dans la baie de Tourane. Nos reconnaissances ont permis de constater que les Annamites ont complété leur système de défense. Tous les sommets des dunes ont été couronnés de fortins et de batteries. Enfin, un barrage défend l'entrée de la rivière, à la hauteur du fort Nord. Non content de violer les traités conclus avec la France, le roi d'Annam encourage, soutient même ouvertement les bandes insurgées contre notre protectorat au Tonkin. C'est pour punir sa perfidie et venger nos compagnons d'armes que le gouvernement de la République a résolu de prendre et d'occuper les forts de Tourane. Telle est votre mission. Vous la remplirez à votre honneur et vous ajouterez une page glorieuse à notre histoire, en même temps que vous hâterez la pacification du Tonkin. Le thermomètre marque 33,5 degrés au vent et à l'ombre. On s'occupe à bord d'équiper les hommes des compagnies de débarquement, de leur délivrer à chacun vivres, munitions, sacs, bretelles de fusil. Les matelots sont gais comme de grands enfants. À cette idée de débarquer demain, et ses préparatifs semblent absolument joyeux. Visite des parlementaires annamites. Dans l'après-midi, on va arriver de terre un canot portant des mandarins vêtus de noir. L'un d'eux, abrité sous un immense parasol blanc, ils vont conférer à bord de l'amiral. Je suis l'ancien consul d'Annam, à Saïgon. Sa Majesté m'envoie vous demander quelle est la raison de la présence de la marine française devant Hué. Je vous reconnais. Vous venez d'être expulsé de Saïgon à cause de vos intrigues anti-françaises. Dites au roi que je lui ordonne de rendre les forts dans les 2 heures, sous peine de bombardement. Nous ne pouvons répondre sans consulter Sa Majesté. De toute façon, vous n'êtes pas un intermédiaire sérieux pour une conciliation. Orange et pluie torrentielle. Bombardement et débarquement des Français. 22 août, le ministre des Affaires étrangères de l'Annam, Guyane Van Fon, et Monseigneur Capard, interprète, se présentent en parlementaire et font des ouvertures de paix. Le commissaire général au Tonkin, Jules Hamond, et de Pals de Champeau les reçoivent à terre dans une maison éventrée par les coups de canon. Nous vous donnons à partir de demain 24 heures pour accepter ou rejeter, en bloc et sans discussion, les conditions que nous vous offrons par grandeur d'âme, avec la conviction profonde qu'elles ne referment rien qui soit déshonorant pour vous, et qu'elles doivent, pratiquer de part et d'autre avec loyauté, faire le bonheur du peuple d'Annam. Si vous les réprouvez, il faut vous attendre au plus grand malheur. Imaginez tout ce qu'il y a de plus épouvantable, et vous resterez encore en dessous de la vérité. L'Empire d'Annam, sa dynastie, ses princes et la cour auront prononcé leur condamnation. Le nom du Vietnam n'existera plus dans l'histoire. 23 août. Vous avez montré, une fois de plus, ce que la France pouvait attendre de votre patriotisme. Le roi d'Annam a demandé une suspension d'armes. Le commissaire général civil est à Hué pour traiter. En quelques jours, vous avez donné un nouveau prestige au nom français en l'Extrême-Orient. 25 août, le traité est signé. Avec ce nouveau traité, le gouvernement français pense que la Chine va accepter le fait accompli sans se décider à une lutte ouverte contre la France. Courbet remet des décorations à son état-major. Pareillon, commandeur de la Légion d'honneur de Maigret, officier.
Le 18 septembre, Courbet repart pour la baille d'Along avec le Bayeux et le Lin, laissant devant Thuan An le château Renaud, la Vipère, la Javeline et le Tropilleur 46 et la Talente. Je suppose qu'on me rappellera bientôt. À moins de complications avec la Chine. 18 septembre à Paris, négociation avec le maquis Sun. Ferry est chargé par l'intérim du département des Affaires étrangères. Je vous propose de discuter des bases d'un arrangement qui répondrait également à la dignité et aux intérêts de nos deux pays. Les gouvernements français et chinois s'engageraient à ne pas occuper la région délimitée au nord par la frontière de la Chine et au sud par une ligne passant d'un point sur la côte entre le 21e et le 22e degré de latitude pour aboutir au fleuve Rouge en amont de Laokai. L'administration de la région continuerait d'être exercée dans cette zone par des fonctionnaires annamites. Et enfin, la ville de Manhao, sur le fleuve Rouge, dans la province de Yunnan, sera ouverte au commerce étranger. Avec la création d'une zone neutre, le gouvernement français a cherché à rentrer dans les vues de la Chine et de ses préoccupations au sujet de la sécurité de ses frontières. Oui, j'en comprends toute l'importance, mais je demande si cette combinaison est de nature à écarter toutes les préoccupations de mon gouvernement. Une frontière serait préférable pour garantir les intérêts légitimes de la Chine. Et puis l'autorité annamite sur cette zone neutre ne sera que nominale. Du fait de votre protectorat, c'est l'action française qui sera prédominante. Les Chinois sont nombreux au Tonkin, et des déserteurs chinois peuvent se joindre au pavillon noir. Mais leur présence ne peut être considérée comme la preuve d'une assistance occulte donnée par la Chine à la rébellion. Il n'y a pas de réguliers chinois parmi les pavillons noirs, mais on peut évaluer à une dizaine de mille le nombre de Chinois dans leur rang. En raison de leur nombre, la Chine ne peut se désintéresser de leur sort. La Chine préférerait à la guerre d'extermination que l'armée française poursuivît des moyens moins rigoureux pour assurer leur soumission et laisser à la Chine le soin de les disperser par des moyens pacifiques. Je ne m'explique pas à quels moyens pacifiques la Chine peut avoir recours. Le seul moyen est l'emploi de la force, et la Chine a elle-même intérêt à ce que les troupes françaises procèdent le plus tôt possible à leur dispersion. La Chine est en mesure de ménager au pavillon noir de nouvelles conditions d'existence dans un nouvel établissement. Vous savez qu'il existe deux partis en Chine. L'un, le vieux parti chinois qui ne se résout qu'avec les plus grandes difficultés à ouvrir la Chine aux étrangers et à engager avec eux des relations commerciales. L'autre, auquel appartiennent les principaux membres du gouvernement actuel, le vice-roi du Pétcheli et moi-même, au contraire, sont pénétrés des grands avantages qu'apporteraient nécessairement des relations plus faciles avec l'étranger. En raison même de ces divergences, je pense qu'il faudrait dans l'arrangement à venir se borner à poser le principe de l'ouverture du territoire chinois au commerce par le fleuve Rouge et d'en renvoyer l'application à un temps plus favorable. Je vais télégraphier à Pékin et prendre les ordres de mon gouvernement. Le moment de traiter ne se présentera jamais aussi favorablement. Les prochains succès décisifs, emportés par les troupes françaises, empêcherait alors le cabinet de se montrer aussi accommodant. Un succès décisif des troupes françaises est désirable, parce qu'alors les négociations iraient toutes seules. L'ambassadeur Tseng est aussi insaisissable que l'eau qui court. Il est toujours prêt à négocier, mais il se retranche ensuite derrière un prétendu manque de pouvoir. Je sais d'avance ce qu'il nous proposera, et je ne suis pas extrêmement pressé de l'entendre. La bonne vieille Chine nous offrira avec bonhomie de nous laisser l'Annam en échange du Tonkin qu'elle convoite ardemment. À nous la côte aride sans rade et sans culture, à elle le delta peuplé, riche et fécond. La presse anglaise, naturellement, trouve l'idée splendide, puisqu'elle nous rendrait impuissants et ridicules. La Chambre aura-t-elle un peu d'estomac
Tout est là. La Chine n'a pas d'armée et ne peut faire, quand elle le voudrait, de guerre sérieuse. Mais il est peu raisonnable d'attendre d'elle qu'elle nous cède bénévolement ce que nous n'avons pas pu prendre. Quand nous aurons pris son thé, quand les 3000 hommes qui sont en partance seront rendus là-bas, on pourra négliger le factum chinois. 26 septembre. Le gouvernement impérial s'oppose à ce que le fleuve Rouge serve de limite et propose une ligne de démarcation dans la province annamite de Chuanbing. Vous réalisez le caractère exorbitant de pareilles prétentions? Cela implique la prise de possession par la Chine de la moitié du territoire annamite. La Chine n'entend pas faire disparaître les Français des endroits où ils sont déjà établis au Tonkin. Il y serait dans une situation analogue à celle qu'il aurait faite sur la concession française de Shanghai. Je regrette que ces propositions ne soient pas prises en considération par le gouvernement français, car je crains que ce ne fût le dernier mot de mon gouvernement. Je vous avoue que pareille prétention me semble extraordinaire, et je ne peux m'empêcher de croire à quelque méprise. Ces revendications sont toutes naturelles. Ce sont les droits de la Chine sur les deux rives du fleuve Rouge, ainsi que sur le delta tout entier, et la reconnaissance de la neutralité du nord de l'Annam. La cour de Pékin semble tendre à rien moins qu'à nous demander d'évacuer des territoires occupés en vertu d'un traité régulier. Ce sont là des propositions auxquelles une grande puissance jalouse de son honneur militaire ne souscrit que si elle y est obligée. Demanderiez-vous cela à l'Angleterre, avec quelque chance de succès, et le gouvernement chinois écouterait-il de telles propositions s'il se trouvait à notre place? Cela n'est pas vraisemblable. Il est impossible pour le Parlement et pour un cabinet français de souscrire à de pareilles concessions qui seraient sévèrement condamnées par l'opinion publique et par ses organes, même les plus hostiles à l'actuel cabinet. Vous êtes plus qu'un simple agent diplomatique. Votre tâche ne peut se borner à transmettre de l'un à l'autre les paroles de deux gouvernements. Les pleins pouvoirs que vous a donnés la Chine, votre haute situation personnelle, la confiance que place en vous le gouvernement chinois et que justifie votre connaissance de l'Europe et de la notion française, vous mettent à même de vous faire écouter de vos hommes d'État. Persuadez-leur de ne pas s'enfermer dans des prétentions qui jugeraient inacceptables s'ils étaient à notre place. Démontrez-leur, en puisant vos arguments dans ce que je vous ai dit, et dans la profonde expérience que vous avez acquise des choses de notre pays. La nécessité de s'entendre pacifiquement avec nous afin de tirer d'un bon voisinage, en Annam, des résultats qui seront aussi profitables à la Chine qu'à nous-mêmes. Mon influence n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Les esprits à Pékin sont maintenant surexcités et Li Hongzhang a été accusé de manquer d'énergie. Son oncle, le vice-roi de Canton, est tombé en disgrâce. Je connais l'Europe, mais comme Chinois, je connais certainement mieux la Chine, et je doute que mes instructions puissent dans les circonstances actuelles se modifier. Avant son retour au Japon, Trikou débarque à Tianjin. Le 20 septembre, Trikou reçoit Li Hongzhang au consulat et offre un grand dîner auquel il convie Sir Henry Parkhurst, nouvellement nommé ministre d'Angleterre à Pékin, et George Bourne, le gouverneur de Hong Kong. Le 26 septembre, il rend une dernière visite à Li Hongzhang, accompagné du commandant Fournier, Vissière et Frandin comme interprète. Je vous compte parmi mes meilleurs amis. Je crains que, pour se faire valoir, le marquis de Cheng cherche à donner le change à Paris et à Pékin et encourage les résistances du Zhongliyamen en lui laissant entrevoir la chute du ministère à la rentrée des chambres. Ce que la Cour souhaite, c'est le partage du Tonkin en deux zones. La France est protectrice de l'intégrité du territoire annamite. Un partage n'est donc pas possible.
Cela vous ferait honneur, cependant, de partir pour la France porteur d'un autre arrangement. Sachez bien que la France n'acceptera jamais un accommodement qui ne serait pas compatible avec sa dignité. Il faut absolument que nous tombions d'accord avant votre départ. Je le souhaite sincèrement.